Dialogue avec mon ange numéro 35. Au-delà du terrier et du lapin d'Alice. Et la physique de l'ascension. Dans notre précédent écrit, nous avons mentionné que nous allions expliquer à quoi correspondent la caste du service à autrui et la différence existante avec la caste du service à soi qui cohabitent en quatrième dimension. Ces deux forces coexistent dans la quatrième dimension réalité d'existence, où l'on retrouve les lignées rédemptrices appartenant à la Fédération des mondes libres et les lignées prédatrices. La quatrième dimension d'existence est donc à considérer comme un monde où règne un équilibre précaire entre ces deux forces. La cinquième dimension, ou la sixième dimension selon les auteurs, est pour ainsi dire la dimension d'existence au-dessus de la quatrième dimension, où l'instinct de prédation a cessé d'exister. Au-delà demeurent les dimensions d'existence où règne la conscience de l'unité. Mais les densités liées à ces dimensions d'existence ne sont plus réellement physiques. Nous précisons que lorsque nous parlons des 3, 4, 5, 6, 7e dimensions, nous ne faisons qu'utiliser des conventions pour que l'esprit humain puisse s'en faire une représentation. Toutefois, pour l'instant, nous n'avons pas encore fini d'expérimenter l'implication de ces deux formes de service dans notre quotidien de troisième dimension et de comprendre leur intrication dans la psyché humaine. Nous ne sommes donc pas encore en mesure de communiquer davantage à ce propos. En attendant et avant de nous plonger dans le vif du sujet concernant le processus quantique de l'ascension, il est indispensable, et nous nous en sommes aperçus autour de nous, que nos lecteurs soient clairement informés de notre démarche. Sand et moi n'arrêterons pas de répéter, aussi longtemps qu'il le faudra, que le chemin que nous empruntons est celui de notre voyage ultime. Mais il ne s'agit en aucun cas de celui qui mène vers un nouvel âge d'or, c'est-à-dire celui destiné à nous enfermer dans une énième matrice de troisième dimension. Au fil de nos journées, nous sommes amenés à réaliser des prises de conscience, à couper le souffle, que même dans notre entourage, peu sont capables d'accepter. En les rapprochant avec celles de certaines personnes qui ont tout comme nous accès à ces mondes parallèles ou supérieurs, nous nous confortons réciproquement dans nos précieuses découvertes. Au moment de les mettre en ordre pour les retranscrire dans nos dialogues, des clés majeures nous sont offertes pour nous immerger encore plus profondément dans les réalités de ces autres mondes. Au fur et à mesure de ces révélations, nous avons par exemple relevé que des sortes d'agents doubles appartenant à la matrice prédatrice sous contrôle des prédateurs de quatrième dimension nous sont envoyés en passant par le subconscient de certaines personnes parmi nos relations, induisant chez eux un comportement bien particulier. Nous avions récemment pu nous en rendre compte, car ces entités essayent de saboter notre travail de groupe et y parviennent parfois. Les individus porteurs de cette double personnalité n'ont généralement aucune conscience de cela. Ils ignorent totalement qu'une entité prédatrice de quatrième dimension se substitue à leur personnalité. Cette entité génère un transfert vibratoire de sa conscience de prédateur en court-circuitant partiellement la conscience de son hôte par le biais de son ego et en émettant une vibration qui n'est pas en adéquation avec le soi supérieur de l'individu. Étant connectés à notre soi supérieur, nous avons pu déceler ce phénomène parce que cette entité prélève l'énergie de la personne et épuise son entourage. Leur comportement, lorsqu'on sait le décoder, devient foncièrement révélateur. En ayant su comprendre et percevoir la nature immuablement prédatrice de ces êtres originaires de quatrième dimension, nous avons admis que nous étions en train de franchir un autre palier de la connaissance qui allait une nouvelle fois surpasser nos croyances. Nous devions apprendre à différencier l'effet miroir multidimensionnel, celui qui permet d'appréhender le mode de prédation de l'ego, d'une autre forme de prédation provenant directement de la quatrième dimension et qui écume la matrice de troisième dimension dans l'inconscient collectif. Cependant, nous avons compris qu'à partir du moment où nous les avons démasquées, ces entités ne peuvent plus s'ériger en prédateurs ni nous nuire.
Ils peuvent même devenir d'extraordinaires sources d'informations qui nous permettent de comprendre leur fonctionnement au travers de la psyché humaine. La connaissance peut donc parfois devenir effrayante. Mais si on accepte la nature effrayante de la connaissance, on élimine du même coup ce qui la rend terrifiante. De ce fait, nous pourrions désormais certifier au vu de nos expériences personnelles que ce treillis de troisième dimension est presque entièrement soumis au bon vouloir des entités et des agents prédateurs de quatrième dimension. Ceux-ci rusent au plus haut degré afin de maintenir un maximum d'humains dans cette densité qui de toute évidence leur sert de garde-manger énergétique, voire pire encore. Il s'agit donc de ne pas confondre l'ascension vers une quatrième dimension de conscience, ou une cinquième pour certains, avec la transition de l'humanité vers un nouvel âge d'or de troisième dimension. Même si nombreux refusent de l'admettre, ce prochain âge d'or, le New Age, ne sera pas autre chose que le recommencement d'un nouveau cycle karmique d'incarnation de quelques millions d'années. Il existe une multitude de sites internet, de livres et de guides spirituels, de channels galactiques, de gourous de tout plumage qui se proposent de conduire les individus en quête spirituelle sur cette voie-là. Ils ont même parfois l'honnêteté de le mentionner explicitement dans leurs textes, ou même d'annoncer clairement la venue des extraterrestres. Voir les liens internet sur notre site. Notre travail, à l'instar de celui des planificateurs de vie, est d'accompagner ceux qui ont véritablement entendu l'appel de leur âme à rejoindre une quatrième dimension de conscience pour parvenir au-delà. C'est pour cette raison que nous nous permettons de raconter ouvertement nos expériences karmiques, notre vie quotidienne, nos prises de conscience, nos ressentis, nos visions, nos perceptions des choses. Nous aussi sommes passés par la case New Age au prélude de notre cheminement, mais nous avons toujours su garder notre intuition et notre discernement afin de nous en écarter rapidement. Évidemment, la voie pour nous extirper de cette matrice falsifiée de troisième dimension est très inconfortable et n'est pas de tout repos, loin de là. Rester campé sur ses acquis équivaut à être assis sur une bombe à retardement prête à exploser à chaque instant. Nous entendons souvent ce genre d'affirmation. Moi, pas de souci, je suis prêt, je suis allé visiter mes émotions et mon karma depuis déjà fort longtemps, c'est ok. Ce que vous me racontez ne me concerne plus. Vous ne faites que tourner en rond. Alors que ces mêmes personnes sont incapables de voir qu'elles sont en train de jouer dans un bac à sable rempli de boue. Quand nous voyons ce par quoi nous sommes en train de passer, nous pouvons affirmer que même pour nous, rien n'est gagné. Cheminer vers un état de conscience de quatrième dimension et déterrer toutes les facettes de notre personnalité profondément dissimulées dans notre humanité nous demande une extrême vigilance et est excessivement éprouvant et inconfortable pour l'ego. Dans ce genre d'aventure se trouve la véritable voie de l'ascension. Elle mène d'abord à l'effondrement de tout repère dans notre quotidien, puis à la résolution de la totalité du processus karmique, et enfin à un travail intensif sur l'équilibre émotionnel. Ce n'est qu'ensuite et peu à peu que nous avons commencé à avoir accès à des éléments de la connaissance provenant de dimensions plus élevées. Ensuite, nous sommes parvenus à côtoyer les mondes parallèles des élémentaux et progressivement ceux des mondes des densités supérieures. Alors, nous ne sommes absolument pas étonnés que dans notre entourage ou parmi nos lecteurs New Age, certaines personnes nous prennent pour des illuminés, des anges de l'ombre, des pervers narcissiques. C'est leur droit. Nous ne voulons ni ne pouvons convaincre personne, mais nous nous octroyons le droit de nous soustraire à leur énergie vampirisante si le cas se présente. En attendant, nous persévérons dans la transmission des messages de notre conscience supérieure que nous appelons l'ange, pour permettre à ceux qui répondent à l'appel de leur âme, et non pas à l'appel de l'ego qui insidieusement fait croire que nous y sommes parvenus, de poursuivre leur cheminement vers la quatrième dimension de conscience et vers la translation définitive lorsqu'elle se produira. Il s'agit donc d'un défi et d'un enjeu colossal tellement plus important que de rester simplement dans sa douce torpeur, son bien-être, son abondance, dans la contemplation de soi, dans son développement personnel, sa méditation, ses pratiques tai chi, yoga et autres.
En attendant que nos frères extraterrestres, Dracos, Gris et autres déguisés en faux sauveurs, faux maîtres ascensionnés ou faux anges de lumière, débarquent de leur vaisseau pour fournir à l'humain de nouvelles technologies telles que l'énergie libre, la fusion froide, les voyages extratemporels, etc. Tout cela n'est voulu que pour maintenir davantage l'humain dans une matrice de troisième dimension, le condamnant à un nouveau cycle de réincarnation. Il s'agit bel et bien de libérer notre âme prisonnière de son plan karmique matriciel en lui permettant de s'extirper de ce cycle infernal de troisième dimension. Là se trouve le véritable enjeu de l'ascension. Comprenez-vous alors pourquoi tout au long de nos textes, nous nous répétons en boucle? Il faut bien comprendre que l'ascension vers l'âge d'or est un non-sens. Il s'agit d'une manipulation de nos croyances provenant de la prédation de quatrième dimension et établie par le consortium du nouvel ordre mondial, afin de nous laisser croire que retourner dans un cycle du nouvel âge correspond à l'ascension. Il n'en est rien, cela est complètement faux. Même lorsque le nouvel âge d'or commencera à se manifester, et cela va être le cas, ce sera trop tard pour ceux qui n'auront pas écouté l'appel de leur âme, ils ne pourront revenir en arrière. Ce n'est donc pas parce que les gros bonnets prédateurs sont évincés de la scène politique mondiale, qu'un événement majeur est annoncé et que les extraterrestres débarqueront sur Terre pour annoncer à l'humanité qu'ils ont neutralisé la cabale, que les banksters des finances sont arrêtés à tour de bras et que les marionnettes sont décrochées de leurs ficelles, qu'un mystérieux Superman de l'espace se révélera après ces premiers événements, ou que l'archange Michael, Métatron, la Fédération de Lumière ou autres ont prédit et soutiennent ces changements, que nous tous et chacun d'entre nous serons prêts à manifester et exprimer notre propre réalité dans notre existence en tant que conscience individuelle de quatrième dimension. Voir les liens Internet dans notre écrit. Ce n'est pas parce que cela est en train de se réaliser et que l'humain est envoûté et hypnotisé par ce sortilège qui est en train de se mettre en place que cela va lui permettre d'élever sa propre conscience en quatrième dimension. Et c'est justement pour l'en empêcher que tout ce paradis artificiel sera mis en scène. Il est essentiel que nous comprenions bien cela, parce que le véritable guet-apens de la matrice ne s'est pas encore refermé et parce que les véritables piégeurs ne sont pas de ce monde. Parce qu'ils se sont toujours laissés distraire et parce qu'ils n'auront jamais fait l'effort d'aller dénicher de véritables informations, nombreux sont ceux qui se laisseront capturer lorsque le moment arrivera. Cet événement majeur, planifié par le consortium de l'ombre, a toutes les chances de se finaliser, puisque depuis les années 1950, d'immenses vaisseaux antigravitationnels, tels que les TR-3 ou les TR-3B, ou les gigantesques vaisseaux-cigares du soi-disant Ashtar, voir le lien sur notre site, sont fabriqués par les usines souterraines du consortium secret dans ce seul but. Lorsqu'ils arriveront lors de l'événement, sachez qu'ils ne sont nullement nos frères des étoiles, absolument rien de tout cela. À ce moment-là, il n'y aura aucune place pour le doute. Notre seule protection sera l'intuition, le discernement et surtout notre alignement vibratoire sur la fréquence de résonance de notre être-té, c'est-à-dire la connexion à notre soi supérieur et la connaissance acquise à travers l'information. Cela évidemment n'a absolument rien à voir avec la bonté, la gentillesse, la bienveillance, la dévotion, etc., qui ne sont que des vertus inculquées à l'homme depuis des millions d'années pour le détourner de toute possibilité d'éveil. Notre confrère Jacques-Gérard Vézone l'a magnifiquement exprimé dans un de ses mails intitulé « Charité et dévotion ». Voir le lien directement sur notre écrit. Ceci dit, pour en revenir au sujet du jour et pour ceux que cela intéresse, continuons à démêler le fil d'Ariane. Nous nous proposons de revenir sur un événement assez bizarre que nous avions vécu le mois dernier. Sand et moi avions pu ressentir une nouvelle accélération vibratoire à travers notre corps physique qui, une fois de plus, nous a laissés sur le carreau pendant plusieurs jours. Sand avait même développé une curieuse poussée de fièvre. Nous avons rapidement compris qu'il y avait une incohérence entre les symptômes grippaux de Sand et le contexte de ces belles journées chaudes et ensoleillées de mi-octobre. Nous avons donc questionné l'ange qui, nous le rappelons,
représente la partie la plus profonde de notre inconscient connecté au champ d'information de l'univers et qui est de loin pour nous la source d'information la plus fiable et la plus passionnante à laquelle nous avons accès. Question à l'ange. L'état grippal de Sand est-il en lien avec des libérations mémorielles et émotionnelles ou est-il lié à autre chose? Ce genre de symptômes grippal provient généralement de libérations mémorielles. Mais dans certains cas, comme dans le vôtre, les étonnants symptômes apparaissant dans votre corps sont parfois dus à des interférences provenant des fréquences de conscience de quatrième dimension. D'une certaine façon, ces fréquences représentent celles de votre futur. Lorsqu'à certains moments elles empiètent dans votre conscience de troisième dimension, elles génèrent en quelque sorte une collision énergétique entre deux bandes de fréquences distinctes. Celles-ci se produisent de temps en temps par vagues plus ou moins fortes et peuvent induire de curieuses manifestations dans votre physicalité. Ces états d'être, proches des syndromes grippaux, sont le reflet d'une progression effective dans l'ouverture de votre conscience. Lorsque certaines informations en provenance de votre soi supérieur sont opportunes pour votre processus d'éveil, elles prennent consistance dans votre psyché et ont pour effet de réveiller la connaissance qui sommeille au niveau cellulaire. Il s'agit précisément de ce genre de phénomène que vous décrivez lorsque vous évoquez l'information qui descend dans le corps. Ce mécanisme d'intégration transforme l'énergie information en matière-sensation que votre conscience peut alors interpréter comme étant des perceptions et des ressentis liés à vos mémoires akashiques du passé, au karma ou à celles de votre futur. Lorsque votre esprit humain se branche à la connaissance, c'est-à-dire lorsque vous activez votre intuition, votre système biologique fabrique de nouveaux réseaux neuronaux afin d'augmenter son rendement cérébral. L'accroissement de l'activité intellectuelle provenant du décryptage de votre subconscient, le soi supérieur, provoque dans le complexe pinéal-pituitaire des stimuli électriques très particuliers qui libèrent de grosses quantités d'hormones, comme entre autres la mélatonine, la sérotonine, etc. Ces hormones, qui sont des neurotransmetteurs, jouent un rôle prépondérant dans la régulation des rythmes biologiques. Lorsqu'elles sont déchargées dans votre corps par une suractivité du subconscient et lorsque ce genre d'information est transmis et analysé par le système rationnel de l'ego mental, il se produit une réaction chimique très particulière qui augmente l'excitation intellectuelle et qui a pour effet d'affaiblir la partie résistante de l'ego. L'effet de ces vagues d'énergie produit donc sur le plan biologique une légère augmentation de la quantité de ces hormones propres au subconscient. En générant temporairement un petit déséquilibre hormonal dans votre organisme, cela se traduit par une augmentation de la température intracrânienne, surtout au niveau des lobes temporaux, et des poussées de fièvre passagères. Lorsque l'excitation intellectuelle commence à diminuer, la fièvre retombe jusqu'à se transformer en frisson. Il s'agit là des prémices de l'effet de cette vague énergétique qui touche les candidats à la transition en quatrième dimension. Il est donc naturel de brûler et de se refroidir en alternance à la suite de certaines séquences de prise de conscience ou lors de connexion à des dimensions supérieures de conscience. Cela peut être décrit comme une transmutation liée à la vague de l'énergie montante qui interagit avec chacun selon sa propre résonance fréquentielle qui est celle de l'essence de son être-té. Les fluctuations énergétiques qui sont liées à cet effet de vague provoquent des instabilités passagères des ondes de gravité. Celles-ci, influençant votre équilibre biologique, sont ressenties et parfois traduites dans le corps par des symptômes incongrus et de curieuses douleurs. En résumé, l'autre partie de vous-même qui est une conscience plus élevée, présente dans les dimensions supérieures et que vous appelez l'ange, commence pour ainsi dire à vous aspirer vers sa réalité, celle qui sera bientôt la vôtre dans peu de temps. Votre ascension personnelle se fera donc lorsque les réalités multidimensionnelles habitées par des fractales de votre âme, où subsistent encore d'autres aspects de votre être-té, auront fusionné avec la parcelle d'âme de votre réalité présente.
Ce n'est qu'à ce moment-là, c'est-à-dire lorsque ce processus sera abouti et finalisé, que votre être-té vous proposera cette transition dans une autre dimension d'existence. Ces symptômes découlant de mutations génétiques au sein de votre biologie ne sont en aucun cas à considérer comme un phénomène mystique. Cette métamorphose, pour le moment non encore perceptible à beaucoup d'entre vous, s'effectue au travers de ces impulsions électromagnétiques d'origine cosmique et naturelle qui préparent votre psychisme et votre biologie à passer en quatrième dimension d'existence. Pour l'instant, cette métamorphose est à peine détectable et votre transformation ne vous propose qu'une sorte d'échantillonnage expérimental des possibilités psychiques de quatrième dimension. Mais ce genre de vécu va devenir de plus en plus manifeste au fur et à mesure que votre ouverture de conscience grandit. Ce processus d'interpénétration dimensionnelle, de la même façon qu'il se manifeste au sein de votre biologie, peut aussi se réaliser directement dans le champ de conscience qui crée et modèle votre réalité. Ayez donc toujours à l'esprit qu'un élargissement de la conscience, une progression au niveau de la connaissance menant l'individu à un nouveau palier d'éveil, provoque un changement radical dans son quotidien. Ce changement de vie quantique s'accompagne irrémédiablement de remous quantiques dans la matrice magnétique de troisième dimension. Ainsi, lorsque cette matrice opère un basculement majeur au niveau de l'individu, toutes sortes d'appareils tels que ménagers, mécaniques, électroniques, plomberie, voitures peuvent tomber en panne ou se détraquer. Cela vous permet aussi d'observer au travers de leur symbolique le point où il vous est nécessaire d'opérer un réajustement intérieur. Lorsque dans votre ADN de nouveaux codons sont activés, vos programmes d'incarnation se modifient et de nouvelles possibilités de réalité fusionnent avec celles déjà existantes. Tout appareil un peu fragile placé dans l'environnement immédiat d'une personne qui est en train de connaître un processus d'éveil est incapable de résister à ces embranchements de réalité qui se présentent à elle. Certains manuels d'alchimie ou de tradition ésotérique, ou même dans la prophétie des Andes, recèlent une mise en garde qui mentionne « Soyez attentifs aux signes » afin que vous puissiez déceler dans ces signes des indices vous avertissant d'un changement dans la matrice. Mais la plupart du temps, ce genre de manifestation qui devrait se transformer à vos yeux en indices gros comme une maison, vous passe sous le nez ou vous choisissez de les ignorer parce qu'ils vous paraissent complètement invraisemblables. Mais sachez, comme le savent les véritables chamans, que vos grosses prises de conscience, de même que la résistance effrénée à celle-ci, agissent sur la structure de la matrice de troisième dimension. En réponse, celle-ci peut perturber le flux de cohésion de la matière qui vous entoure et créer des situations bénéfiques pour votre évolution ou au contraire, générer des circonstances de tout genre, inconfortables, voire même invivables, afin que celle-ci vous saute inévitablement aux yeux. Dans certains cas extrêmes, cela peut même aller jusqu'à influencer Gaïa, la conscience de la Terre, qui réagit en provoquant des tempêtes, des cataclysmes en réponse à certaines influences négatives. Mais elle peut aussi, pour ainsi dire, vous récompenser par une météo clémente en accord avec la vibration de résonance des habitants de la surface. Encore plus fort, la conscience Gaïa est même capable de répondre individuellement à une personne ciblée en produisant des micro-mouvements dans l'environnement de cette personne. Par exemple, dans l'objectif de perturber chez elle son propre champ d'énergie en réponse à une requête de l'âme, la conscience Gaïa, en générant des forces de cisaillement tectonique en sous-sol, induites par la friction entre deux plaques rocheuses, est capable de provoquer de petites variations locales du champ magnétique terrestre. Ceci afin de générer des instabilités dans la répartition des ondes de gravité autour de cette même personne. Il se produit donc à ce moment-là une rupture d'équilibre dans la cohésion du champ de particules qui entoure et qui constitue sa bulle univers de troisième dimension.
Même si votre subconscient enregistre ces perturbations dans votre inconscient, ce genre de phénomène n'est généralement pas perceptible par vos sens humains. Aussi, lorsque ce genre d'instabilité se crée dans votre champ d'énergie, il est possible parfois que vous vous trouviez en présence d'une série d'événements étranges, comme par exemple des objets que vous égarez subitement ou que vous découvrez, mais qui ne vous appartiennent pas. D'autres que vous retrouvez brusquement, longtemps après les avoir égarés, ou certains qui cassent sans raison apparente. Même les animaux domestiques avec lesquels vous êtes très proche peuvent parfois aussi pâtir de la situation en disparaissant instantanément ou parvenant parfois même à en mourir. Il peut arriver aussi que votre conscience soit propulsée pendant quelques instants dans une autre réalité. C'est exactement ce qui s'est produit lors des expériences paranormales que vous racontez dans les extraits de votre livre. Pour illustrer ces expériences paranormales auxquelles l'ange fait allusion, nous vous proposons les quelques passages du livre que nous sommes en train de rédiger, où nous évoquons des phénomènes étranges, les plus explicites, parmi beaucoup d'autres que nous avons vécus il y a quelques années. Nous avons choisi ces quelques extraits afin que le lecteur puisse avoir un petit aperçu de ce qui arrive lorsque la conscience de l'humain traverse occasionnellement et promptement une fenêtre de conscience pour se retrouver dans une autre réalité ou dans une autre dimension. Sandre relate une aventure qui lui est arrivée à San Francisco où elle a résidé durant quelques mois. J'étais avec un ami qui arrivait de France pour venir me rendre visite. Toute heureuse de lui montrer mon nouvel environnement, j'avais prévu de prendre les transports en commun pour l'amener visiter la ville. Je montais dans le bus en premier et insérais $1 dans la machine automatique pour payer mon trajet. J'allais me diriger vers l'arrière du bus. Au moment même où je levais les yeux pour repérer les places inoccupées, j'ai failli avoir une syncope. Je découvris avec un terrible effroi que la plupart des occupants du bus n'étaient pas humains. Ils possédaient des formes humanoïdes, parfois difformes, mais étaient vêtus de vêtements humains. Je me rappelle notamment une espèce de géant ressemblant à un Bigfoot portant un t-shirt. Prise d'une terreur indéfinissable, j'ai attrapé le bras de mon ami, hurlant de toutes mes forces en l'implorant de descendre du bus. Ne comprenant pas la raison de mon subit malaise, celui-ci essayait tant bien que mal de me calmer. Le chauffeur déconcerté stoppa le bus pour nous laisser sortir. J'étais paniquée. Comment expliquer ce que je venais de voir? Personne n'aurait pu me comprendre. Fort heureusement, mon ami était conciliant et m'expliquait que lui également avait déjà vécu des phénomènes qu'il ne pouvait pas partager avec tout le monde. D'autres récits racontés par Genaël illustrent précisément ces intrications dimensionnelles dont il a été la cible et qui auraient pu le déstabiliser s'il n'avait aucune connaissance à ce sujet. L'histoire du tournevis. À cette époque, j'emménageais avec ma nouvelle compagne à Barcelone. L'appartement que nous venions de louer était aménagé sous les combles et certaines pièces n'étaient donc pas bien grandes. Ce jour-là, étant seule, je devais agencer la petite cuisine et avais décidé de monter une petite étagère à 3 niveaux. Celle-ci était simplement constituée de 4 tasseaux carrés formant les montants, d'une petite tringle en croix pour la rigidifier et de 3 planchettes en pain massif. De facture très simple, elle s'assemblait avec 12 tourillons et 4 vis. Je n'avais donc pour seul outil qu'un bon tournevis cruciforme. La cuisine était totalement vide. Il n'y avait qu'une petite table de camping où je déposais le tournevis pendant l'assemblage et les pièces de l'étagère. Je commençai donc par caler l'étagère dans un coin pour disposer les tourillons. Je pris le tournevis pour placer la première vis, puis la deuxième, puis la troisième. Entre chaque vissage, je reposais scrupuleusement le tournevis sur la table de camping. Au moment de me retourner une dernière fois pour attraper le tournevis, plus rien. Il s'était volatilisé. J'ai cherché plus de 10 minutes dans mes poches, sous la table de camping, derrière les étagères, dans les 4 coins de la pièce. De toute évidence, il y avait là un gros mystère. Décontenancée, je me suis alors assis quelques instants sur le sol de la cuisine. En me relevant pour aller chercher un autre outil dans la voiture,
sur la table de camping, à l'endroit même où aurait dû se trouver le tournevis, était déposée une petite fleur stickers en plastique. Le chaton disparu. 6 mois après cette curieuse disparition, une autre histoire étrange s'est produite dans ce même appartement. Étant au début de l'hiver, toutes les portes et fenêtres de la maison étaient fermées. Cela faisait près de 4 mois que nous avions recueilli et soigné un bébé chaton de 2 semaines environ, dont la mère s'était faite écraser sur la route. Il était devenu de ce fait très familier et affectueux. Ce jour-là, Étoile, puisqu'il s'appelait ainsi, dormait profondément roulé en boule au milieu du lit dans notre chambre. Cette pièce comportait 2 portes qui étaient closes et dont l'une d'elles donnait directement accès à la cuisine. Je pénétrai alors dans cette chambre en refermant précautionneusement la porte derrière moi pour y déposer un vêtement et dans l'intention de la traverser pour accéder à la cuisine. En ouvrant cette autre porte, celle de la cuisine, je ramassai machinalement un linge qui était tombé pour le raccrocher derrière cette même porte. À peine le temps d'effectuer ce geste, c'est-à-dire d'ouvrir la porte, suspendre la serviette et me retourner pour vérifier que je n'avais pas réveillé le chat, il avait disparu. À ce moment-là, je me suis fait la réflexion. Ça alors, il s'est réveillé rapidement et n'a même pas pris le temps de s'étirer comme il le fait d'habitude. Intriguée, j'appelai « Étoile, étoile !» Toutes les portes et les fenêtres étaient bien fermées. Il lui était donc impossible de sortir de la pièce et encore moins de la maison. Depuis ce jour où il avait disparu du lit, personne ne l'a jamais revu. L'automobiliste fantôme. À l'époque, je ne savais pas encore que des choses ou des êtres pouvaient se faire avaler par des vortex dimensionnels, comme j'en ai eu l'expérience avec le château. J'en ai eu une autre illustration quelques semaines plus tard. En train d'effectuer ma tournée de visite à domicile, lorsque j'exerçais encore en tant qu'infirmier, je circulais en voiture dans un petit village du Kokersberg alsacien. Arrivé au seul feu tricolore du village qui venait de passer au rouge, les 3 voitures qui se trouvaient devant moi se sont arrêtées elles aussi. Soudainement, le conducteur du deuxième véhicule qui était seul à bord de sa Renault 5 bondit de sa voiture, la contourna par l'arrière et fonça à la boulangerie située à quelques mètres de là. Je l'ai vu pousser la porte et interpeller la boulangère. Je me faisais alors la réflexion suivante. Eh bien, il doit être du coin celui-là. Il doit savoir tout comme moi que le feu met longtemps à repasser au vert. Il prend tout de même des risques à laisser sa voiture au beau milieu de la chaussée et oser s'aventurer à la boulangerie. Bizarrement, ce jour-là, et beaucoup plus rapidement que d'habitude, le feu repassa au vert. Le monsieur n'avait toujours pas regagné son véhicule et n'était pas ressorti de la boulangerie. Pourtant, sa voiture redémarra. Je fus sidéré, car je voyais nettement qu'il n'y avait personne au volant. Mais qui conduit la voiture? Elle était téléguidée ou quoi? Me demandai-je, ahuri par cette scène tellement surréaliste dont je venais d'être témoin. Je me mis donc à avancer tout doucement, afin de voir ce qui se passait dans la boulangerie. Arrivée devant la vitrine, la boulangère était tranquillement appuyée au comptoir, car il n'y avait aucun client à servir. « C'est quoi ce truc? Est-ce une blague de la caméra cachée ?» pensai-je en reprenant la route. Mais subitement, je fis le lien avec la disparition du château. Je ressentis alors que l'on voulait me montrer quelque chose. Mais quoi donc? Ces expériences démontrent bien que l'ouverture d'une fenêtre de conscience vers d'autres réalités est possible. Dans les cas cités plus haut, cette fenêtre sur une autre réalité s'est ouverte apparemment de façon accidentelle. Mais des expériences de ce genre ont déjà été réalisées par des scientifiques du consortium secret, soit en manipulant la psyché d'un individu par hypnose à distance, soit en utilisant des technologies antigravitationnelles ou antimagnétiques afin de modifier son environnement, dixit notre ange. Fort de nos expériences mystérieuses, nous avions compris que parfois les choses que nous voyons avec nos yeux ne correspondent absolument pas à ce qui devrait être. Et c'est là que saint Thomas avait tort. Il ne faut pas croire tout ce que nous voyons ou entendons parce qu'il ne s'agit pas toujours de la réalité.
Ne croire qu'en ce que nous voyons ou entendons peut nous faire tomber dans un gigantesque précipice. Mais avoir la foi en notre ressenti intérieur, notre intuition, notre guidance, nous permettra de l'éviter et nous rendra d'ailleurs encore beaucoup plus de service. Question à l'ange. Si Sand et moi avons bien compris, la réalité que nous voyons autour de nous devient notre réalité de troisième dimension uniquement parce que notre conscience reste bridée à lire des ondes de fréquence de troisième dimension, c'est-à-dire en dessous de la vitesse de la lumière. Que se passera-t-il lorsque nous changerons de dimension lors de l'ascension définitive? Vous allez tout simplement, si je peux le dire ainsi, être amené à modifier complètement la perception que vous avez de votre monde. Pour répondre un peu plus précisément à votre question, il est d'abord important de dérouler ce fil d'Ariane pour comprendre comment se manifeste votre réalité dans votre densité de troisième dimension. Pour cela, replongeons-nous très succinctement dans les bases du fonctionnement de la psyché humaine et celles de la physique quantique. Comme vous venez de l'exprimer dans la question, votre réalité de troisième dimension existe uniquement parce que vous la percevez à travers votre conscience humaine limitée. Pour faire simple, vos perceptions sont dues à des fonctions de votre système nerveux et de votre cerveau spécialement bridés, adaptés à percevoir et décoder uniquement la troisième dimension. Cela veut dire qu'être conscient en troisième dimension équivaut à lire des ondes de troisième dimension. Ce qui sous-entend que lorsque vous commencez à lire des ondes de quatrième dimension, c'est-à-dire des informations provenant de cette quatrième dimension, vous commencez alors à être conscient de cette nouvelle dimension. Pour l'instant, cette fonction de lecture très limitée de votre environnement actuel ne vous permet donc pas de percevoir réellement le monde comme il est. Il s'agit donc, selon vos mots, d'une illusion. Mais il s'agit plutôt de réalités déformées par les limites de vos capacités cognitives humaines. Les fonctions psychiques qui structurent votre aptitude à percevoir le monde ne produisent donc que des concepts limités, voire parfois erronés, qui de ce fait engendrent des croyances spécialement adaptées à votre évolution en troisième dimension. Ce qui signifie bien que votre cerveau ne voit que ce qu'il croit et a tendance à ne pas croire ce qu'il ne voit pas. Ce qui sous-entend aussi qu'il ne peut pas voir ou comprendre ce qu'il ne croit pas. De ce fait, pour arriver à percevoir d'autres dimensions, il est important que votre psyché, au travers de la structuration de votre cerveau, puisse se modifier pour que vous puissiez télécharger de nouvelles capacités afin de réveiller les fonctions encore endormies de votre ADN. Comment pouvez-vous réaliser cela? En allant chercher les informations qui, par exemple, permettent à votre ego mental de s'ouvrir et d'accepter que ces autres mondes existent et que d'autres êtres, d'autres dimensions, d'autres réalités peuvent s'avérer réelles. Ce qui sous-entend aussi de ne jamais rester sur ses acquis, de toujours ouvrir votre esprit à de nouvelles choses, de nouveaux enseignements, de nouvelles vérités. Pour ce faire, il est indispensable en premier lieu d'aller à la collecte d'informations justes afin de parvenir à grimper les marches de la connaissance véritable. Et cela ne peut se faire que si vous avez suffisamment développé votre intuition et surtout que vous savez l'écouter. Même si dans vos recherches vous pouviez avoir accès à la totalité de la connaissance, celle-ci ne serait toujours que savoir théorique, cantonné dans la sphère du mental, de l'intellect, qui ne correspond qu'à l'intelligence primaire et limitée de l'ego. La connaissance véritable est une gnose vécue, expérimentée et assimilée par l'individu. Il ne sert donc pas à grand-chose de passer son temps à seulement étudier, car il s'agit avant tout de comprendre les expériences de la vie que vous propose votre conscience supérieure. Se lancer à la recherche du Graal équivaut à dédier sa vie à la découverte de son être-té multidimensionnel et correspond à se glisser dans la peau du détective, de l'enquêteur. Tel Sherlock Holmes qui résout toujours les mystères et les énigmes par un processus en 3 étapes: l'observation des indices,
l'intuition et la logique. Même si souvent la logique de votre monde devient complètement obsolète dans les dimensions de conscience supérieures. Afin d'apprendre à votre esprit à démêler ces jeux de pistes ésotériques et spirituels dissimulant la connaissance, il est fondamental d'habituer l'intellect à faire des rapprochements, des recoupements, d'affûter son esprit pour percevoir le lien entre des événements qui a priori ne semblent sans aucun rapport. Par exemple, parmi les hommes, combien sont capables de faire le rapprochement entre un avion qui pulvérise dans le ciel et la stérilité qui touche de plus en plus les gens? Combien savent que l'homme respire ou mange quotidiennement des nanoparticules en quantité, même dans le labellisé bio? Combien savent qu'un terrain acidosique chez l'être humain est généré par de la colère refoulée et que certaines de ces nanoparticules se développent sous forme de morgelons uniquement sur un terrain acide? Combien savent que l'intelligence de la source autorise la prédation sous de multiples formes et que l'une de ces formes se manifeste au travers de l'ego humain? Combien savent que la volonté maléfique de semer la mort et la destruction ne correspond en réalité qu'à des forces d'involution permettant un équilibre dans la création, comparable au rôle des trous noirs dans l'univers? Pour acquérir ce genre de connaissances, il s'agit de développer un sens aigu de l'observation et de la déduction, une érudition et une curiosité tous azimuts. Ensuite, de ramener toutes les implications de vos découvertes vers son propre centre, son être-té. Et cela à tout moment, afin de pouvoir se poser la question fondamentale que tout être est amené à se poser un jour. Qui suis-je dans ce monde? Qui étais-je? Et qui serais-je dans les autres? La gnose ne peut donc devenir connaissance véritable que si elle intègre l'intuition et le ressenti. Lorsque vous aurez intégré la connaissance véritable, vous serez en mesure de détecter certaines vérités, même dans la désinformation et le mensonge, et déceler le mensonge dans ce qui de toute évidence vous apparaissait comme la vérité. Allons plus loin dérouler ce fil d'Ariane et parlons succinctement de lumière, gravité, particules, atomes, matière, antimatière, etc., qui sont toutes des vibrations qui constituent le grand univers qui vous entoure. De comprendre la base du fonctionnement de l'univers est quasi indispensable pour comprendre le phénomène de l'ascension et ne pas vous laisser berner par les innombrables ragots et potins véhiculés par Internet ou autres. Comme vous le savez maintenant, votre environnement est apparemment constitué de matière, c'est-à-dire de particules d'énergie densifiées et figées, et d'éther constitué d'ondes en mouvement, comme entre autres l'énergie électrique et magnétique, la lumière, la gravitation, les émotions humaines, la chaleur, etc. L'environnement de matière qui constitue votre monde quotidien et dans lequel vous êtes incarné est une création qui provient de la conscience de la source. À ce niveau-là, cette création ressemble à une sorte de soupe d'ondes information constamment en mouvement. Ensuite, chaque fractal individualisé de la source, un soi supérieur, devient une conscience habilitée à créer un monde destiné à contenir sa propre création. Ce monde est une sorte de bulle qui vibre à la même fréquence que son créateur. Une conscience individuelle sous sa forme humaine devient alors le centre de cette bulle qui correspond au monde manifesté par ce soi supérieur. Afin qu'un individu puisse jouir du monde créé par son soi supérieur, sa conscience sous la forme de croyance doit pouvoir se projeter à travers ses 5 sens dans cette espèce de soupe d'ondes qui remplit sa bulle. Au moment où la conscience se projette dans sa bulle monde, elle a pour effet d'en ralentir le mouvement jusqu'à en figer une certaine partie en corpuscule qui devient alors matière. Ces mouvements d'ondes et de particules modelés par le soi supérieur correspondent sur le plan quantique aux possibilités multiples qui, potentiellement, existent pour un individu. Ce dernier se charge de ne choisir qu'une seule possibilité afin de la transformer en sa réalité quotidienne au travers de ses croyances générées par l'ego.
En ralentissant la vibration d'une partie des ondes, la soupe cosmique, le soi supérieur les transforme en particules de densité. Celles-ci, de ce fait, constituent le liant, la matière, du monde dans lequel évolue l'individu. La troisième dimension existe uniquement à travers les expérimentations de l'ego. Il représente donc une émanation densifiée de la source afin que celle-ci puisse expérimenter les effets et conséquences de sa création à travers son extension humaine. Et c'est l'âme qui joue le rôle d'interface entre l'individu et la conscience créatrice afin de collecter les résultats de chaque dénouement karmique que l'individu réalise tout au long de son processus d'incarnation. Il s'agit de la conscience ultime ou primordiale de la source, qui par exemple s'exprime dans les myriades de corps de densité qui constituent le milieu de vie en général. De ce fait, la densité du minéral, végétal, animal, humain, suprahumain, et la multitude d'ondes et vibrations qui constituent la chaleur, la lumière, l'éther, sont des vibrations communes aux premières 2, 3, 4, 5, 7e dimensions de densité. Ces différents mondes de densité sont donc manifestés par les formes de conscience qui l'habitent. Par exemple, l'esprit de la roche manifeste le monde minéral en première dimension de densité. Les devas, l'esprit des plantes, manifestent le monde végétal dans la deuxième dimension de densité. L'humain, l'Adam, sous sa forme animale Homo sapiens sapiens, manifeste le monde humain dans sa troisième dimension de densité, etc. Pour illustrer la genèse d'une dimension de densité, prenons alors l'exemple d'un enfant qui décide de construire une maison en Lego. Ceci pour faire des parallèles avec ce que je suis en train de développer. Dès l'instant où il ouvre la boîte de Lego, de façon imagée, il joue le rôle de l'impulsion de la conscience de la source, autrement dit l'intention de l'infini. Il va donc utiliser certains composants qui figurent dans la boîte afin de reproduire quelque chose qui ressemble à ce qu'il connaît déjà dans son quotidien, une maison. Pour ce faire, il devra utiliser sa conscience, c'est-à-dire la connaissance-information qu'il a amassée depuis son plus jeune âge pour réaliser cette construction. Pour combiner les pièces de Lego, il va utiliser les pièces représentant la matière et un processus mental représentant l'énergie. Cela en utilisant sa cognition provenant de sa connaissance limitée. Ceci revient à dire qu'il apprend à réaliser une création pour jouir à travers son émotionnel du résultat final, la maison en Lego. Supposons que les tranches d'âge correspondent aux différentes dimensions et aux aptitudes à maîtriser sa création. À 4 ans, l'enfant sera capable de réaliser maladroitement et approximativement une construction en Lego que lui seul identifie à une maison. À ce stade de sa création, cela pourrait correspondre à la troisième dimension limitée par ses capacités. À 8 ans, après 4 ans d'apprentissage, il sera capable de réaliser une maison très élaborée. À ce stade de sa création, cela pourrait correspondre à la cinquième dimension. Pour faire le rapprochement, chaque tranche d'âge correspond à une nouvelle dimension et une nouvelle aptitude à maîtriser sa création. Le soi supérieur est comparable à la somme des connaissances, informations que l'enfant a amassées depuis sa plus tendre enfance. La maison est le résultat de sa création dans chaque moment présent, peu importe son âge. Cela implique que la capacité de création d'un individu définit la dimension de densité dans laquelle il évolue. Donc, si l'enfant n'avait pas été capable de collecter suffisamment d'informations, la connaissance, par exemple entre ses 4 et 8 ans, il aurait tout bonnement continué au moment de ses 8 ans à construire la même maison qu'à ses 4 ans. C'est exactement ce qui est en train d'arriver à un individu qui ne va pas chercher les informations, la connaissance, pour sa propre évolution. L'ascension d'un individu correspond donc au fait d'être lui-même capable de créer et gérer son nouveau monde.
Son nouvel univers dépendra alors de la connaissance qu'il a amassée tout au long de ses incarnations et qu'il peut aller chercher aujourd'hui grâce à sa connexion à son soi supérieur. Il s'agit donc d'écarter la doctrine New Age qui conseille sournoisement de laisser tomber le mental et se libérer de l'ego. Cherchez à comprendre pourquoi est le fondement de l'évolution. Il est donc indispensable de connaître votre passé si vous voulez connaître votre avenir. Votre passé est le karma. Celui-ci rassemble toutes les règles et les lois universelles qui constituent la connaissance, le Graal. Celle-ci se redécouvre à travers l'histoire, la science, la physique, les mathématiques, la paléontologie, l'alchimie, l'astrologie, etc. Et devrait vous aider à comprendre et manifester votre futur en ayant conscience de l'intrication des multiples réalités hyperdimensionnelles. Alors pourquoi vous est-il possible de voir votre monde sous forme de matière solide? Bridé par la désactivation d'une grosse partie de votre ADN, votre conscience ne peut percevoir que la troisième dimension vibratoire. Elle est donc dotée de codes configurés et prévus pour sélectionner puis choisir certaines ondes, et cela précisément et uniquement dans cette fréquence de troisième dimension. Au moment précis où vos yeux les lisent, c'est-à-dire lorsque vous leur accordez votre attention par le fait de les regarder, ces ondes se transforment en particules figées et tenues en équilibre parfait par l'action combinée de votre conscience cognitive, du champ magnétique terrestre et de la gravité terrestre. Pour illustrer cela, imaginez que chaque individu en troisième dimension vive dans une espèce de bulle constituée de tout type d'informations. Dans cette bulle, certaines formes d'ondes pratiquement figées deviennent des sortes de transporteurs de particules, les molécules, pour former la matière qui constitue l'environnement. Par exemple, pour former les arbres, la roche, l'eau, les maisons, les corps humains, les animaux, un objet, etc. D'autres ondes restées en mouvement sont chargées de perturber ce milieu de matière en devenant un support électromagnétique qui transporte de l'énergie mais sans transporter de matière, ce qui permettra, in fine, d'organiser et structurer les événements dans le quotidien de l'individu. Par exemple, c'est ce qui crée les circonstances de vie par une action, une pensée, une intention. Les corpuscules d'ondes et de matière se différencient donc entre elles par leur mode d'assemblage, c'est-à-dire de la manière que se combinent atomiquement les molécules qui les composent. Pour illustrer de façon très imagée, un facteur dépose du courrier dans une boîte aux lettres. Le facteur et le courrier sont constitués de matière, c'est-à-dire un ensemble de cellules constituées de molécules qui sont au niveau microscopique des ondes figées. Le fait que le facteur se déplace pour déposer du courrier induit une action, un mouvement, qui engendre un nouvel agencement dans la disposition des particules molécules matérialisées par le facteur. Ce mouvement de particules, représenté par le corps éthérique du facteur lors du déplacement, permet donc à la matière de se déplacer dans l'espace grâce au support vecteur, le corps éthérique, qui, lui, est une manifestation de la conscience-intention. Il y a donc eu un déplacement du facteur et du courrier, la matière, grâce à l'onde formée par les multiples intentions de la création, c'est-à-dire les circonstances qui font que. L'ensemble des mouvements déplacement, l'énergie, de cette matière molécule, crée en permanence de nouvelles circonstances génératrices d'expériences dans le quotidien de l'individu, capable d'engendrer toutes sortes d'émotions, joie, déception, colère. Et inversement, chaque émotion engendre automatiquement des circonstances génératrices d'expériences capables de produire un nouveau déplacement de particules matière. À chaque instant, l'individu réajuste lui-même cette bulle d'ondes et de particules à travers ses cinq sens, sous-entendus autant par les résistances de son ego que par leurs acceptations, afin de générer de l'énergie au travers de son émotionnel. Tout ce qui existe à l'intérieur de cette bulle
correspond à son univers personnel, sa propre réalité exprimée au travers des programmes limités de son ADN. Il est judicieux ici de faire une parallèle. Les entités prédatrices sans âme, c'est-à-dire sans émotionnel, ne savent pas créer leur propre monde puisqu'ils ne sont pas soumis à la gravité. Ils ne peuvent donc que se promener dans le non-temps parce qu'ils sont des nomades intemporels. Ils sont alors obligés de devenir prédateurs et se nourrir de l'énergie de création des autres. Reprenons le film. Une particule de matière n'est donc en réalité que de l'énergie solidifiée par la conscience qui l'observe, portée par l'émotion qui est générée à ce moment-là. Cela en fonction de la dimension, c'est-à-dire de la fréquence vibratoire dans laquelle se trouve la conscience de l'observateur. Ce qui signifie qu'au plus le codage de l'ADN réduit à sa plus simple expression s'exprime au travers de la conscience d'un individu encore en sommeil, au plus les mouvements ondulatoires dans sa propre bulle sont ralentis et les particules de matière sont denses, lourdes. C'est pour cette raison que les personnes qui sont parvenues à réhabiliter leur ADN et se libérer de leur émotionnel peuvent être capables de traverser les murs, de la matière, de soulever des charges importantes, de se téléporter, etc. Les résistances primitives inhérentes à l'ego, les peurs, l'agressivité, la prédation, la soumission, concordent donc avec le codage verrouillé dans l'ADN et correspondent à la conscience réduite à un minimum vital afin de permettre à l'âme d'un individu de survivre lorsqu'il chute dans la matrice. Ce qui signifie aussi que l'ego est la plus petite fractale de la conscience de la source, qui, pour qu'il ne puisse plus se reconnaître à elle, subit lors de la séparation, la chute, une dépolarisation magnétique complète. À ce moment-là, cette fractale de conscience de la source, l'ego, ne pourra plus que s'identifier à la matière pour les besoins de l'expérience de l'incarnation et du jeu de la dualité. Dans votre troisième dimension, une onde, qu'elle soit lumineuse, électrique, sonore, magnétique ou autre, est une vibration, oscillation qui traverse l'éther. L'éther correspond à l'espace qui existe entre les particules densifiées solides. Ce mouvement oscillatoire qui traverse l'éther vous apparaît comme étant strictement linéaire parce qu'il vous procure l'illusion que les particules de matière se déplacent d'un point A vers un point B, comme dans l'histoire du facteur. Ainsi, par exemple, lorsqu'une personne réalise puis intensifie l'intention de se déplacer, le mouvement de déplacement se crée d'abord par la projection de son corps éthérique à travers l'espace éther. Le corps éthérique se révèle, donc, être le support de la conscience intention. Que ce soit la pensée, la lumière, le son ou même un objet, à cause des forces de gravitation très spécifiques de votre densité, ceux-ci sont toujours en déplacement d'un point à l'autre, même si, à vos yeux, ils ne bougent pas. Il s'agit donc d'une sorte d'illusion due à l'influence de la gravitation terrestre qui permet aux ondes de traverser l'espace-temps pour se figer sous forme de particules, se densifier pour prendre une forme matérialisée, dès l'instant même où vous les fixez au travers de votre conscience spécialement adaptée à ne percevoir que la troisième dimension. Lorsque vous observez un objet par le biais de votre troisième dimension de conscience, vous voyez un objet grâce à l'espace qui existe autour de lui, car dans cet espace, l'éther vibre. L'objet en lui-même n'est que de l'éther gelé, coagulé, c'est-à-dire en équilibre, immobilisé entre l'antimatière et la matière, parce que vous le regardez au travers de votre conscience, c'est-à-dire par le biais de vos croyances et programmes de troisième dimension. Vous croyez voir un objet en 3D, longueur, largeur, profondeur, mais en pratique, vous ne voyez réellement que la hauteur et la largeur. Mais votre psyché octroie à l'objet une profondeur, un volume, parce que votre conscience a appris à reconnaître et identifier l'objet. De la même manière que l'enfant qui apprend d'abord à reconnaître la forme d'une maison avant de pouvoir en reconstruire approximativement une réplique avec son jeu de Lego.
En réalité, vous ne percevez que les surfaces réellement visibles de l'objet, celles qui se trouvent face à vous. Mais c'est votre conscience qui traduit la vision 2D en une vision de 3D. Ce qui signifie que ce sont les mémoires ou programmes engrammés dans votre conscience qui projettent une certaine idée de l'objet, sa représentation, dans la soupe quantique de votre environnement, afin de produire une image que votre cerveau est capable de comprendre et d'accepter comme une réalité. Il procure donc une existence, une forme, une image à votre environnement qui proviennent de toutes les dimensions, première, deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième, qui sont habitées par l'esprit ou champ unifié d'information ou grande conscience de l'univers. Il faut donc bien comprendre que tous les potentiels de réalité qui constituent votre quotidien de troisième dimension sont des scénarios possibles produits par votre propre conscience illimitée de septième dimension. Cela signifie que votre soi supérieur est le metteur en scène de votre vie en troisième dimension. Il en sera de même en quatrième dimension, mais les règles du jeu auxquelles votre conscience sera confrontée auront changé. La conscience de votre soi supérieur assemble toutes les réalités existantes, mais l'ego mental est chargé de les trier, les séparer, pour ne choisir que celle qui lui convient. En réalité, l'individu voyage sur une vague d'énergie créée par toutes les formes pensées de son soi supérieur, et ces formes pensées représentent la totalité de ce qui existe. Ce qu'un individu voit en troisième dimension ne correspond donc pas à la nature véritable de l'univers. Mais sa croyance en ce qu'il perçoit ne reflète qu'une seule parmi d'innombrables autres possibilités qui constituent l'univers, à l'exemple des entités multidimensionnelles présentes dans le bus dans l'histoire de Sand. Il s'agit même, pour imager, d'une réalité transposée par les perceptions de l'ego, c'est-à-dire de ce qui vous arrange parce que conforme à ce que vous croyez. Les choses ne sont réelles que lorsqu'on apprend à accepter leur réalité. Dixit Don Juan dans Histoire de pouvoir de Carlos Castaneda. Lorsque vous percevez votre réalité, vous voyez une illusion comparable au négatif d'une photo, car ce que vous percevez comme vide est rempli d'éther, qui n'est qu'une soupe de vibrations et de particules non ordonnées, plus ou moins denses. Les corps solides, c'est-à-dire les objets, la matière, sont en réalité beaucoup plus vides que l'éther qui entoure l'objet, car ils sont constitués d'atomes agglomérés, triés, ordonnés et assemblés par la conscience qui les observe. Et c'est parce que la conscience l'observe, l'entend ou le sent, que l'objet ou la chose se matérialise dans votre monde. C'est à ce moment-là que les particules de matière qui, par exemple, constituent l'objet, libèrent des photons qui sont des paquets quanta de rayonnement lumineux que vos yeux peuvent voir et qui constituent l'onde de forme. Les photons sont des paquets d'énergie élémentaire de rayonnement électromagnétique qui sont échangés lors de l'absorption ou de l'émission de lumière par la matière au moment de sa matérialisation, c'est-à-dire dès le moment où vous la regardez. Ceux parmi vous qui ont déjà fait l'expérience de traverser une fenêtre dimensionnelle ont donc pu s'apercevoir que certains objets, animaux ou même des personnes leur apparaissent non pas sous une forme dense, mais sous l'aspect d'hologramme ou de forme semi-éthérée. Ainsi, dans votre troisième dimension, vous arrivez à voir un objet ou une chose par le simple fait de l'observer. Les particules de matière qui composent l'objet libèrent à ce moment précis un photon que vos yeux voient. Par exemple, dans le cas du chaton qui sur le lit s'était subitement volatilisé, il s'est produit une collision dimensionnelle provenant d'une troisième dimension parallèle, où dans le quotidien de notre Génaël, le chat n'existait pas. Son inconscient a donc choisi de suivre cette nouvelle possibilité venant subitement submerger son psychisme et qui a été matérialisée par son soi supérieur à travers la loi des multiples possibilités. Le chat, à ce moment précis,
a été propulsé dans une autre réalité, c'est-à-dire dans un autre monde, et a cessé d'exister aux yeux de Genaël. Mais ce avec quoi Genaël n'a pas fait le rapprochement, c'est que quelques jours plus tard, il s'est séparé de sa compagne. En ce qui concerne l'histoire de l'automobiliste et de la boulangère, une nouvelle possibilité de futur s'est engouffrée dans la réalité de Genaël. Quelques jours après, il a décidé de démissionner de son travail. Dans l'histoire du tournevis, le psychisme de Genaël a choisi de façon identique d'occulter le tournevis qu'il croyait disparu, parce que là aussi, son psychisme a poursuivi sa route sur une voie parallèle. Cette fois-ci, le soi supérieur de Genaël, par l'intermédiaire de son être-té situé en 5e dimension, lui a offert en cadeau la petite fleur en plastique afin de témoigner de sa réalité dans des dimensions supérieures. Ce qui suppose aussi que sur une autre réalité de 3e dimension, quelqu'un, peut-être une petite fille qui jouait avec une fleur en plastique, s'est retrouvé subitement avec un tournevis à la main. Ce petit exposé de physique quantique très élémentaire n'est cependant valable qu'en 3e dimension, c'est-à-dire dans un monde où les particules provenant de l'éther oscillent en dessous de la vitesse de la lumière et sont soumis à la gravitation. La vitesse de la lumière, qui détermine et limite votre perception des choses, représente donc la frontière entre la 3e et la 4e dimension. Il faut savoir qu'il existe quelque chose qui va plus vite que la lumière. Il s'agit du champ de force de la gravitation. La gravitation, d'ailleurs aussi présente sur d'autres planètes, supplante toujours la vitesse de la lumière, ce qui sous-entend qu'aucune particule d'un monde de 3e dimension ne peut franchir la vitesse de la lumière sous peine d'être désintégrée, sauf si quelqu'un ou quelque chose parvient à inverser le champ magnétique. C'est exactement ce qui se passe par exemple lors des abductions physiques par des êtres provenant de la 4e dimension, qui à cette fin utilisent une technologie antimagnétique et antigravitationnelle. Et c'est aussi ce genre de phénomène d'inversion magnétique qui se passera à l'échelon mondial lors du renversement définitif du spin magnétique de la Terre et qui provoquera l'ascension. Donc, pour répondre à votre question de façon plus précise, au moment du basculement définitif des pôles, il se produira une sorte d'accélération de vos perceptions, puisque la matière autour de vous, c'est-à-dire l'univers de 3e dimension qui vous est coutumier, se fondra par le biais de vos sens et de vos perceptions avec les dimensions supérieures dans lesquelles d'autres extensions de votre âme existent. Ce phénomène est comparable à la mort, lorsque la conscience de l'individu portée par son corps éthérique traverse cette sorte de tunnel, décrit par ceux qui ont fait l'expérience de mort provisoire. Cependant, cette fois-ci, le corps humain subira lui également un transfert de ses atomes, c'est-à-dire de sa biologie, vers une nouvelle dimension de réalité. Ce phénomène de transfert moléculaire est un peu comparable au résultat de l'expérience de Philadelphie en 1943, seulement partiellement abouti parce que toutes les données n'étaient pas encore comprises à l'époque. Voir les liens internet sur notre site. La dépolarisation moléculaire qui aura lieu lors de la transition ne sera pas provoquée artificiellement, mais se fera dans les règles de l'art par le phénomène naturel du retournement des polarités terrestres. Une fois de l'autre côté du tunnel, vous vous retrouverez soit dans une 4e dimension de conscience sur Terre, ou ailleurs pour ceux qui s'y sont préparés, soit dans celle d'un nouveau cycle de réincarnation de 3e dimension, l'âge d'or débutant au temps d'une sorte de préhistoire pour les égaux les plus résistants, soit à d'autres époques, Cathare, Moyen-Âge, Renaissance, etc., selon les expériences karmiques non encore résolues. En ce qui concerne les individus qui se sont véritablement affranchis de leur processus karmique, ainsi que de la résistance de l'ego et de la peur, surtout celle de la mort, ils seront amenés à rassembler et à fusionner toutes les expressions d'eux-mêmes demeurant dans les grilles de dimensions plus élevées. Et cela non seulement au sein de la matrice holographique de la Terre, mais aussi
sur celles se situant dans des vibrations plus élevées, correspondant aux vibrations syriennes, pléiadiennes, arcturiennes, cassiopéennes ou autres, dans lesquelles existent d'autres parties physiques de vous-même, qui, à travers votre perception linéaire du temps, représentent un futur. Ce changement radical de perception se fera pendant le basculement du champ magnétique terrestre. En quatrième dimension, vous serez capable de voir toutes les réalités qui se cachent derrière le même objet, la même personne ou le même événement. Ce qui revient à dire qu'en quatrième dimension, vos yeux physiques auront acquis les mêmes capacités que votre pinéal, votre troisième œil, c'est-à-dire voir au-delà de la matière de troisième dimension. Cependant, il est important dès à présent de comprendre que certains d'entre vous ne feront pas réellement ce voyage transdimensionnel à ce moment-là, puisqu'ils sont déjà incarnés en quatrième dimension de conscience ou même dans des dimensions supérieures. Néanmoins, ceux-ci ont accepté de redescendre en troisième dimension pour œuvrer et accompagner l'humanité dans sa transition. Certains parmi eux ne se rappellent pas encore avoir accepté d'être coupés de leurs capacités, car ils se sont incarnés avec une conscience encore bridée de troisième dimension. Il s'agit par exemple d'individus provenant de la lignée des planificateurs rédempteurs qui œuvrent en ce moment même incarnés incognito dans des corps humains. Ils ne participeront pas jusqu'au bout à la grande transition, car leur inconscient sait qu'ils seront récupérés, c'est-à-dire réhabilités dans leur fréquence vibratoire originale multidimensionnelle, par ceux de leur lignée galactique, un peu avant le basculement final du champ magnétique de la Terre. En réalité, tous les humains ressentiront cette transition finale, car ils réaliseront subitement qu'ils se trouvent dans un environnement qui à la fois leur semble étrange, mais singulièrement familier. Pour décrire ce phénomène, comparez-le à l'histoire d'Alice au pays des merveilles. Alice, en traversant le terrier du lapin blanc, se retrouve dans un nouveau monde qui à la fois lui semble habituel, mais en même temps méconnaissable et bizarre. Ce nouveau monde se révélera être celui de quatrième dimension pour certains, ou un nouvel environnement de troisième dimension pour d'autres. Transmis par Sand Et Génaël.